Bonjour et bienvenue à True Fact. Pour cette semaine, ça va être la dernière pour le temps des fêtes d'ici à ce que, je sais pas, je pense que je vais prendre un break, je vais fermer ça tout de suite, je vais prendre un break de au moins une semaine, sincèrement. Bon, pas parce que vraiment je ressens un besoin de faire un break, mais de un, parce que j'ai des choses quand même, bon, comme un peu tout le monde, là, j'ai des choses quand même qui s'en viennent pour le temps des fêtes. Et puis bon, je sais pas nécessairement si je vais être apte à ces moments-là, les mardis et les jeudis, à vraiment prendre de venir en live. Donc, juste pour espérer et tout, ben, je me dis, pour être correct, être sûr, je suis mieux de prendre une petite pause. Et en fait, la deuxième raison, c'est aussi parce que, vous aussi, vous serez peut-être pas nécessairement là. Et puis là, je me dis, rendu là, je suis aussi bien mieux de faire juste carrément des vidéos, tout simplement. Bon, il y a un troll, c'est beau, c'est correct, il y a un troll. Salut user, j'espère que ça va bien. C'est ça, donc de toute façon, moi je vais accumuler les nouvelles. Donc quand on va revenir, si j'ai pas nécessairement fait des vidéos pendant mon arrêt, je vais avoir des vidéos par la suite, whatever. Vous allez voir, on manquera tellement pas de contenu au retour. Et c'est ça, en fait, je vais en profiter pour essayer de créer un peu de design. Parce que clairement, j'ai pas besoin de faire vraiment une vidéo. Merci beaucoup! Merci beaucoup pour le suivi. Little, merci. Dans ça, j'ai pas vraiment, pour de vrai, j'ai pas besoin de faire de pause. Je ne me sens pas en besoin intense. Donc, à moins d'être vraiment fatiguée, autrement, je vais travailler sur les designs au lieu de faire des lives, parce qu'en ce moment, j'essaie de faire un peu des designs, de faire un logo, etc. Mais je n'ai pas réellement le temps. Je fais d'autres choses en même temps. Bon, chez nous, je fais du ménage, je vais travailler également. À la place de faire des lives, je vais pouvoir me consacrer plus au design. Donc, ça pourrait être le fun pour le retour. Voilà. Allô, je suis fan de P. Diddy, c'est un bon chanteur. Je m'en fous un peu, Johan, hein? aime-le pas, je m'en fous un petit peu personnellement. Puis aussi par le fait que pendant les vacances, il va y avoir beaucoup de trolls. Ça, je ne l'avais pas pensé, mais là, maintenant, en voyant deux trolls à date, ça me donne aussi envie de dire que finalement, en prenant une pause de au moins une semaine, il va avoir, ça va m'épargner de devoir contrôler, whatever, les trolls, tu sais. C'est toujours gossant, les trolls, donc voilà, ça va bien faire en même temps. Non, je suis pas graphiste. Par contre, j'ai quand même fait un bon 2 ans en site web, création de site web. Donc, je connais les affaires comme Photoshop, Illustrator, etc. Donc, voilà, je fais mes choses là-dessus. C'est ça. J'ai déjà, d'ailleurs, j'ai déjà trouvé toute ma palette de couleurs est toute trouvée, tout est beau, fait qu'il me reste juste à faire les choses qui me gossent le plus, là, les fontes réellement. J'ai déjà un type de logo de décider, il me reste juste à faire encore d'autres types, d'un coup j'aurai encore des meilleures idées, mais bon, ça se construit tranquillement, pas vite, mais pendant les vacances, ça va aller encore plus vite, ça va être encore beaucoup plus simple, beaucoup mieux. Tu prends des contrats? Non, je prends pas de contrat, je prends rien. J'ai arrêté parce que j'étais vraiment très poche en programmation. Et je me suis rendu compte en fait que ça allait un peu nulle part, j'ai l'impression, je sais pas, tout ce qu'on pouvait nous apprendre et tout, ça se démolissait par mais l'IA va être capable de le faire plus tard. Mais maintenant on a les frames qui font tout qui sont comme toutes déjà préétablis. Je suis comme ok, mais pourquoi est-ce que je me casse la tête à fond à comprendre et à faire la programmation? Merci beaucoup, merci beaucoup, le Jackie pour les cadeaux x3, merci. Donc, tu sais, pourquoi se péter la tête à faire de la programmation si au final, on va se rendre compte que dans les entreprises qui vont nous engager, ils vont juste nous demander de faire avec les templates et c'est tout.
c'est un petit peu, c'est de la job pour absolument rien quand on est à l'école. Je suis comme, ben là, c'est pas un peu. On apprend des choses super intéressantes, mais on les utilisera pas. Bof, rendu là, tu sais. Donc, c'est pour ça. Mais de toute façon, je me suis rendu compte, anyway, que j'étais vraiment pas faite pour ça. Et en faisant des vidéos, parce que ça faisait quand même, à ce moment-là, ça faisait déjà 1 an que je faisais des vidéos sur TikTok par rapport à l'actualité, etc. Ben, je pense que, non, je faisais d'autres choses, mais je me suis installée sur l'actualité, puis je me suis plus rendu compte que j'étais vraiment meilleure pour la communication. Donc, j'aurais dû, mais là, je l'ai catché. Là, ma voix, c'était en communication, fait que ça va être en communication, mon affaire, à la place. Donc voilà. Ouais, non, c'est ça. Le Jackie, pas de contrat. Non. Va falloir que tu demandes à d'autres professionnels. Oui, bon. Les sujets aujourd'hui. Donc, comme c'est dit, on va parler. J'ai trouvé une façon, techniquement, de vous parler finalement du recours collectif sur les tabacs. On va voir, mais techniquement, c'est vraiment supposé très bien fonctionner. Là. Moi, sur mon site, ça fonctionnait, fait que ça supposé. Donc, effectivement, j'étais capable d'aller trouver le contenu de l'article de la presse qui ne veut plus parce que je l'utilise trop. Sinon, de toute façon, j'ai mon cellulaire. Fait qu'avec mon cellulaire, on va pouvoir peut-être aller chercher d'autres affaires de la presse. Donc, il n'y aura pas de problème. J'aurai pas besoin de m'abonner là-dessus pour les lire. Sinon, ben, on a la mise à jour sur P. Diddy, évidemment, comme le user y avait remarqué. C'est quand même une grosse récapitulation. Là, c'est pas une grosse affaire incroyable qui est arrivée nouveau avec P. Diddy. Là, c'est beaucoup du blabla de plus, mais c'est toujours bien de revenir un peu sur le sujet. Et on a la rémunération des prêtres. En 2024, là, je lis là, mais dans le fond, je devrais lire sur ma feuille à moi, personnellement, parce que je lis sur les affaires du TikTok direct, là. Mais, donc, c'est ça. Pour rire un tout petit peu, tant qu'à être à la fin de l'année, ça peut toujours être drôle, un petit peu, de lire les affaires au niveau des prêtres. Et sinon, ce qui est important de retenir aujourd'hui dans les nouvelles flash, donc la grande actualité réelle sans rentrer dans les articles, le gouvernement Legault s'apprête à effectuer des coupes de 200 millions de dollars en éducation, une nouvelle très mal reçue dans le réseau, déjà ébranlée. Et on a également ce même gouvernement qui annonce un moratoire jusqu'au 30 juin 2025 sur 2 programmes d'immigration permanente très utilisés. Le programme régulier des travailleurs qualifiés et le volet diplômé du programme de l'expérience québécoise. Cette mesure vise à éviter un afflux d'immigrants permanents estimé à 70 000 en 2025, dépassant la capacité d'accueil de la province. Des partis d'opposition et certaines associations critiquent sévèrement ce moratoire, soulignant qu'il pénalise les étudiants internationaux et ceux en processus d'intégration. Voilà, maintenant, on va pouvoir commencer tout de suite avec le recours collectif grâce à ChatGPT. Vraiment, pour vous dire, là, j'ai vraiment écrit en tant que tel, c'était pas d'autres choses. Ouais, je voulais savoir s'il pouvait me donner les renseignements. Il me disait que non, mais finalement, j'ai juste dit, j'ai besoin que tu m'écrives le contenu de cette page. J'ai donné la page que j'étais plus capable d'accéder parce que j'ai trop utilisé d'articles. Et donc, voilà. Les avocats représentent les membres des actions collectives contre les géants du tabac au Québec ont déposé une demande pour obtenir des honoraires s'élevant à 906 180 000 $. Cette somme représente 22% des 4,119 milliards de dollars destinés aux victimes québécoises des compagnies de tabac défendrices. Une requête a été soumise au tribunal pour autoriser l'envoi d'un avis aux membres du groupe concernant le paiement réclamé pour plus de 175 000 heures de travail. Le litige est dirigé par une équipe d'avocats composée notamment des cabinets Trudel, Johnson & l'Espérance. Ok. Je sais pas, j'allais dire Johnson & Johnson, hein, évidemment. Non, même pas, c'est même Johnston. Ah, ok. Excusez-moi. Trudel, Johnston and l'Espérance. OK. Kugler, Clandestin. Je sais pas c'est quoi ces noms-là. Fishman, Flans, Mayland, Parkin. C'est du monde où on dirait vraiment que les noms, c'est genre des mondes qui viennent complètement d'ailleurs. Puis finalement, tu finis par un nom de famille genre typiquement québécois.
Ça fait weird. Et de grandes bitchettes. Bon. Les avocats André L'Espérance et Bruce W. Johnston, associés chez Trudel Johnson et L'Espérance, sont les porte-parole des avocats de victimes. Les honoraires demandés visent à composer tous les cabinets d'avocats représentant les membres du groupe au Québec, y compris les anciennes incarnations de ces cabinets qui ont fusionné au fil des ans. Selon l'avis aux membres, ces actions collectives sont les plus longues, complexes et intensément contestées ayant réussi au Canada. Les avocats représentent les membres depuis 1998. Au cours des 26 dernières années, ils n'ont perçu aucun honoraire pour le travail accompli et ont engagé des sommes considérables en débours et frais pour soutenir la poursuite du litige sans en obtenir le remboursement. Hey, salut, mon japonais préféré, comment ça va? Je viens de voir que tu viens de rentrer. L'audience pour l'approbation des honoraires est prévue durant la Cour supérieure de justice de l'Ontario les 29, 30 et 31 janvier 2025. Cette audience sera publique et accessible en ligne via le site recourstabac.com. Startopa, 3 participants, elle lit les journaux. Ok. Donc, voilà, les avocats réclament 906 millions en honoraires. Salut Tom, comment ça va? Donc, voilà pour ce qui était de tout ça. Sincèrement, je cherche des pièces pour t'envoyer un gift. Je suis supposée répondre quoi à ça, moi? Oui, ça va très bien, Tom. Écoute, je te laisse fouiller dans tes fonds de poche. Je sais pas quoi te répondre de plus. Regarde. C'est ça, là. Tu m'as pris de court avec ça. Là. Je sais, je suis comme, ok, d'accord. Next! On va continuer ça. Je pense que j'ai un chat qui veut rentrer. J'ai un de mes chats que quand la porte est fermée puis qu'elle est fâchée que la porte soit fermée, elle essaie de défoncer la porte. Fait que j'entends la porte qui essaie d'être défoncée. En tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Tu l'as fait timide. Mais c'est parce que je sais pas quoi répondre à ça. C'est plus ça. Je sais juste pas quoi répondre à ça. Ama. Qu'est-ce que tu veux dire, Ama? Je sais pas ce que tu veux dire. Non, tu m'as fait. Tu m'as fait timide. Je t'ai fait timide. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te l'ai fait timide. Écoute, moi, tu m'as rendu timide. Bah non, bah non, bah non, bah non, bah non, faut pas être timide avec moi, voyons donc. Faut pas être timide avec moi. Regarde, si t'as pas l'argent, y a rien qui t'oblige. Si t'as de l'argent, encore une fois, y a rien qui t'oblige. Je ne dirais seulement pas non, mais y a rien qui t'oblige à ça, whatever. Moi, là, écoutez, là, y a pas de question d'être timide, là, quand même. Faut vraiment, le but, c'est pas d'être timide, là. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les accusations contre Sean Diddy Combs. Le rappeur et producteur américain de hip-hop Sean Diddy Combs, accusé d'avoir dirigé pendant des années un système de trafic sexuel et d'extorsion, devrait subir un procès pénal au printemps 2025. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les accusations criminelles et au civil auxquelles il fait face. Tu vois, faut pas être timide avec moi parce que moi, personnellement, il n'y a pas de censure. Déjà, avec moi, j'ai même pas peur de dire les vrais termes. Donc, s'il faut que tu sois timide avec moi, non, à ne pas être timide avec moi, à ne pas, ça me fait penser en plus à une affaire sexuelle, ça me fait tellement penser à ça, je n'ai pas le choix de le dire. Aujourd'hui, j'ai, comme d'habitude, j'écoutais la radio en après-midi et
Vous savez, à la radio, depuis maintenant plusieurs années, mais c'est encore plus flagrant aujourd'hui, les animateurs n'ont pas le droit de dire certains mots sexuels. En fait, c'est à peine si on a le droit de dire le mot sexuel. On s'entend. Puis, les jeudis, depuis plusieurs semaines maintenant, ils font, en fait, ils jouent à des jeux de party en soi, pour que justement ça soit plus, c'est comme un genre de publicité, marketing et tout, fait qu'ils jouent ensemble à la radio, puis nous autres, ben on comprend le concept, comme ça nous donne envie d'acheter. Vous comprenez un peu le concept. Mais là, cette fois-ci, normalement c'est pas ça, normalement ça a vraiment du sens là, comme jeu. Mais là, cette fois-ci, le jeu, de ce que j'ai compris, il s'appelle Mot Cochon. Qui dit mot cochon dit pas mal sexuel, là, on va se le dire. Mais c'est des animateurs. Il n'y a pas plus pogné du cul que ça peut, là. C'est impossible. Plus pogné du cul que ça, là, ça se peut pas, je pense. Là. C'est à ce point-là. Déjà, en partant, ils n'ont pas le droit de dire certains mots. Puis là, c'est des devinettes. Ils doivent carrément deviner... un exemple concret que je vous donne, OK? C'est genre... nommer la chose qu'on insère à l'intérieur d'une femme. Si on pense sexuellement, on le sait, c'est un pénis, là. C'est clair, net précis que c'est ça. Ben, eux autres, vu qu'il faut qu'ils devinent c'est quoi le mot, ben, le mot cochon, ben là, il faut qu'ils disent pénis. Ben, ils le disent de façon super mal à l'aise. Je suis comme... Ça sert à quoi de jouer à un jeu dont l'objectif, c'est de dire des mots cochons si vous avez... vous êtes mal à l'aise à chaque petite devinette. Là, à un moment donné, ça marche pas. Ça existe en tout cas, ça existe le cerveau, en tout cas, voilà. Ben, ça n'a aucun sens. Je peux vous dire, si votre employeur vous interdit de dire des mots qui sont moindrement cochons, ça sert à quoi de jouer à un jeu qui a le but, carrément, c'est de dire des mots cochons. Déjà, en partant, ça marche pas. Deuxièmement, si vous êtes tellement pogné du cul que vous riez à toutes les devinettes que vous avez réussi, genre pénis, puis là, ils sont morts de rire, c'est comme, ben, c'est pas intéressant, là. C'est comme, juste, prenez pas ce jeu-là, ça marche pas. Au pire, demandez à d'autres animateurs de le faire à votre place parce que clairement, vous n'avez pas cette maturité-là. Vous l'avez pas. C'est comme les avant pipi caca crotte à un moment donné, c'est comme ben vieilli. T'es en animation, c'est comme ben vieilli. Je fais juste penser à ça parce que là tu me parlais de timidité tantôt, mon japonais, et mais là on parle de trafic sexuel. On va se le dire dans mon show. Disons qu'il y en a pas de niaiserie de genre pipi caca crotte et on en rit. Il y a pas, on passe par dessus. C'est comme il y a des choses plus que ça dans la vie. Là. Donc, bref, c'était juste pour dire ça, parce que ça m'a fait penser à ça. Voilà, that's it, là, je vais continuer. Voilà. OK. Le procès pénal du rappeur américain devant un juge du tribunal fédéral de Manhattan a été fixé au 5 mai 2025. S'il se tient comme prévu, Sean Diddy Combs devra répondre à la fois aux plaintes pénales d'agression sexuelle et à celles aux civils pour des demandes de réparation financière aux victimes. Mr. Combs a été accusé d'agression sexuelle remontant à 1991 par près de 120 victimes, dont 25 mineurs et au moins 20 plaintes aux civils ont été déposées. On est dans une affaire, bon, que ça, on s'en fout. Les victimes qui témoigneront au procès pourraient demander une réparation financière pénalement pour les agressions sexuelles présumées qu'elles déclarent avoir subi. Pour assurer... J'ai vraiment des poils de chat. J'ai sûrement pas pris un chat avant d'en venir en live, sérieusement. Pour avoir subi... je vais reprendre ça. Là. Les victimes qui témoigneront au procès pourraient demander une réparation financière pénalement pour les agressions sexuelles présumées qu'elles déclarent avoir subi pour ensuite réclamer une réparation financière à l'accusé. Affaire scabreuse. Sean Combs, donc
P. Diddy, sera obligé à la fois de répondre sur les faits de l'agression qu'à la plainte au civil, dont il y a encore eu 3 hommes ces derniers jours qui l'ont accusé de les avoir drogués et violés. On augmente le nombre de victimes potentielles qui, d'un point de vue strictement civil, demanderont probablement des réparations financières, a expliqué Monsieur Olivier Piton. Non, Madame Olivier, Monsieur. Pourquoi il y a un ME puis c'est un Olivier? Il doit être non-binaire, ça doit être pour ça. La plainte au civil tentera d'évaluer financièrement les dommages subis par les victimes si elles sont déclarées victimes et si Sean Diddy Combs est déclaré coupable. ME égale Madame. Ben oui, mais câlisse, c'est un Olivier. Ok, non, il est pas non-binaire. Excusez-moi, gang. Je suis désolée. C'est un homme qui se sent comme une femme, donc c'est pour ça qu'on dit madame. Je suis désolée, je voulais pas être transport pour de vrai, je suis vraiment complètement désolée. La plainte au civil tentera d'évaluer financièrement les dommages subis par les victimes si elles sont déclarées victimes et si une Diddy Combs est déclarée coupable. Si le procureur américain est déclaré coupable, les victimes auront droit aux réparations financières qui sont un moyen de réparer les préjudices qui ont été subis. A précisé Pylone, mais tantôt c'était pas Python. Ben là c'est Pylone, puis là c'est Python. Ben regarde, Pylone, Python, là je sais pas trop quoi là. Selon les plaintes déposées par les victimes, un trafic sexuel aurait été organisé dans les fameuses soirées blanches de Diddy où il invitait plusieurs célébrités. Ouais mais là comme tu ris là, mais d'après moi il est même plus sûr s'il veut s'identifier comme comme le serpent Python ou si c'est vraiment un pylon. Regarde, je sais plus, là. C'est effectivement... Bon, ça doit être juste une erreur de frappe, on s'entend, mais c'est bien plus drôle de niaiser là-dessus, on s'entend. Si effectivement il y avait en plus une accusation de trafic, ça veut dire qu'il aurait organisé une véritable mafia de crimes sexuels, en particulier vis-à-vis des mineurs, et là, ce serait nettement plus grave encore. Déjà que de base, on s'entend que le faire à des adultes, je trouve ça déjà extrêmement grave. De dire que c'est encore plus grave chez les mineurs, des fois j'ai un peu de misère avec ça, parce que je suis comme... Ça détruit la vie des deux types, là, hein. OK. A souligné l'avocat. OK. Semblable à l'affaire Epstein. Selon les accusations, d'autres célébrités seraient possiblement impliquées dans cette affaire, dont Jay-Z, le fameux Jay-Z qui est sorti dernièrement. On y retrouve dans la même mécanique que pour l'affaire Jeffrey Epstein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de cette affaire à indiquer chose pilon. Yel pilon, on va dire ça de même. Yel pilon. En l'occurrence, il y a des faits extrêmement graves et extrêmement prouvés qui démontrent à tout le moins que que P. Diddy avait mis en place une sorte de système qui lui permettait de profiter d'une sorte de vivier sexuel à sa disposition et celle de ses invités. Donc on est dans une situation absolument lunaire et incroyable qui est effectivement de l'ordre de l'affaire Epstein. En tout cas, dans les fantasmes que cela crée dans la population américaine, a-t-il poursuivi. Sean Diddy a nié toutes les allégations sexuelles, bon, on le savait qu'il fait face, il demeure détenu malgré... Ils ont essayé de faire en sorte qu'il ne soit plus interné, mais finalement ça a été rejeté. Voyez l'entrevue complète avec Yel Pilon. Si déçu. Non. Hein? On va passer à autre chose, quand même. Donc voilà pour ce qui est de lui. De ce connard-là. Là. D'ailleurs, ça fait penser, on a également Gilbert Rozon, en ce moment, là, qui est dans sa affaire de procès et tout. J'en parlerai pas aujourd'hui parce qu'on sait qu'il est en ce moment dans ses affaires de procès. On sait juste que il y a Julie Snyder qui a reparlé en disant qu'il l'avait agressé et tout. Mais moi j'ai toujours... bon, on s'entend, là, je suis pas juge, là, moi, là. Mais j'ai toujours un petit peu de misère, quand même, à croire
ce qu'elle dit, Julie Snyder, parce que, comme elle dit depuis le début, c'est qu'elle dormait et quand elle dormait, au début, elle disait que quand elle dormait, ensuite, elle s'est réveillée, elle était tout nue. Puis elle a comme catché qu'il y a eu un acte. Puis elle a fait « Ah, c'est Gilbert Rozon. » Mais il n'y avait plus personne. Mais là, ses affaires ont changé. Là, maintenant, elle est rendue à dire « Je dormais. » Et pendant que je dormais, j'ai senti que je pense qu'il y avait une main sur un sein. Mais en tout cas, du moins, quelque chose lui avait pénétré à l'intérieur de elle. Si on irait avec la devinette, comme ce que j'ai parlé avec les animateurs, un pénis serait rentré à l'intérieur de elle. Puis là, ben, elle a dit que c'était serait Gilbert Rozon. Mais on n'a toujours pas réellement, elle dormait, c'est quand même encore nébuleux. Je suis comme, ok, mais comment ça se fait que là, ça change un peu, ta version? C'est quoi, tu te rappelles de des trucs? Je comprends pas tout à fait. Maintenant, on va rire un tout petit peu. Avec la rémunération des prêtres, ben rire en même temps, c'est force. Ben moi, je trouve toujours ça drôle. Quand on parle de prêtre, je trouve ça toujours très très drôle parce que je suis vraiment pas croyante dans la vie. Donc, on va aller vers ça. Combien gagnent les prêtres au Québec en 2024? La prêtrise, à chaque fois que je lis ça, parce que je l'ai un peu lu, je suis toujours pour m'en dire la traîtrise. En même temps, ça fait un peu, on s'entend. La prêtrise est un emploi unique qui n'attire plus grand monde. Hein, tu m'en diras tant. Ben, aujourd'hui, c'est plus les drag queens. T'sais. Même si les hommes qui choisissent cette vocation font vœu de pauvreté, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent bénévolement. On décortique, la rémunération. Commençons par une distinction très importante. OK, la prêtrise n'est pas considérée comme un métier, c'est une vocation. Les prêtres sont tout de même rémunérés en plus d'être généralement logés et nourris par l'Église. Mais pas gratuitement. Ben non, effectivement. C'est d'ailleurs ce que dans la Bible ça dit, et selon le Matthieu, c'est que normalement, on n'est pas supposé de donner de l'argent. Jésus disait ça. On ne donne pas d'argent. Il y a pas de. On peut donner de l'argent pour les personnes en besoin, mais on veut pas d'argent, nous, dans ce sens-là. Disons qu'ils n'ont pas vraiment fait ça avec les églises, hein. Voici ce qu'il y a à savoir sur les conditions de travail des prêtres catholiques au Québec en 2024. Que font les prêtres? Donc, le prêtre est le célébrant de la religion catholique. Alors, si vous ne le saviez pas, c'est comme rien. Là. Il est responsable de célébrer les messes et les événements religieux. Okay? Il n'est pas rare de nos jours. Bon, ça, on s'en contrefiche. Là. On va aller au salaire direct, c'est ça qui nous importe. Là. Les prêtres ont droit à une compensation financière qui est payée par l'Église. Comme un salaire, cette rémunération est imposable. OK. En même temps, c'est logique que ça serait cave, là, si ça serait pas imposable. Se situe sous le revenu annuel médian québécois après impôt, donc genre 36 400 $. Rémunération monétaire des prêtres au diocèse de Montréal en 2024, donc cette année. Annuel de base, les prêtres, c'est quand ils sont vraiment rendus prêtres. On parle de 28 716 $ et 56. OK, donc, en soi, ils font partie un peu de la classe moyenne, en gros. En gros. Rémunération annuelle de base stagiaire. 24 750... Ouais, ça, 24 759. Faut quand même de l'argent. Paie nette aux 2 semaines. Les prêtres de 65 ans et moins, ils font 1022. OK? OK, c'est aux 2 semaines, c'est 1022. OK. Prêtres de 65 à 72 ans, donc les plus vieux un peu, 1023. OK, c'est quand même... tu vieillis, mais au final, t'as pas une grosse... c'est pas une grosse différence, là. Et les prêtres de 70 ans et plus, ils font 1104 $. Au moins, là, il y a une petite augmentation. Au moins, il y a une petite, quand même pas pire augmentation. C'est quand même pas pire. Là. Rémunération monétaire des prêtres à l'archidiocèse de Québec. J'ai aucune idée c'est quoi l'archidiocèse, OK? Je sais vraiment... Diocèse, je sais pas. Je sais vraiment pas. De Québec. Ça doit être à Québec.
Ça, c'est en 2023. OK, là, on recule, là. La rémunération annuelle estimée, c'est 32 266 $. La rémunération aux 2 semaines, 1241. Oh, ça revient un peu. Là, on est dans les 30 000. Mais c'est quoi? Avant, en 2024, c'était... On parlait de 20 000. Maintenant, ça a baissé? Ah, ben ça se peut. C'est possible. On parle que ça a baissé. Les stagiaires, c'était à 30 000. Fait que ça a baissé parce qu'en 2024, c'était plus du 20 000. Et maintenant, on est rendu en 2023, c'est 30 000. Donc, ils ont baissé de salaire. C'est quand même chiant quand tu travailles. Mais en même temps, ça dépend. Ils sont tous vieux. Ils ont-tu vraiment besoin de cet argent-là? Ça dépend. T'sais. Techniquement, tu fais ça, t'es rendu à ta retraite. Hein? Quand même. Les prêtres sont aussi rémunérés à l'acte pour certaines célébrations religieuses ponctuelles. À Montréal, les prêtres sont généralement payés 75 $ pour les baptêmes. Ah, ça, 200 $ pour des funérailles, 250 $ pour un mariage et 100 $ pour les anniversaires de mariage. OK. À Québec, c'est plutôt 40 $ pour les baptêmes, 75 $ pour les mariages, funérailles et d'autres événements. Les prêtres qui font la confession sont aussi rémunérés à la hauteur de 25 $ l'heure. Cette rémunération est offerte par la paroisse qui célèbre l'événement, sauf si une famille veut faire affaire avec un prêtre particulier. Dans ce cas, c'est la famille qui va payer... Ben, c'est logique, là. Les autres avantages, c'est l'Église qui est tenue de loger et de nourrir les prêtres. Sauf si ces derniers tiennent à habiter un logement privé particulier. Mais en même temps, c'est quand même logique. Parce que techniquement... Ben, en même temps... Non, c'est parce que ce que je pense, c'est que c'est normal parce que techniquement, l'Église, c'est on va dire, c'est les gens qui côtoient l'Église qui payent. OK. Mais en même temps, non, je voulais faire un parallèle avec le gouvernement. Tu sais, avec le gouvernement, genre, ils sont pas bien nourris ni rien. Mais en même temps, c'est l'Église. L'Église, c'est pas la même affaire, c'est pas le gouvernement. En soi, c'est pas le gouvernement. Si c'était le gouvernement, je serais du genre à me dire, ben, câlisse, même à l'église, ils sont mieux traités que nos personnes âgées. Mais là, c'est pas la même gang. Fait que ça, là, ça va. Au diocèse de Montréal, le prêtre doit débourser annuellement 8 315 $ pour son loyer et 7 023 $ pour une pension qui comprend l'achat et la préparation de nourriture. Les frais de déplacement et de téléphone cellulaire encourus dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés. Eh ben. Bon. Tiens. Va-t'en de là. Techniquement, je pense que c'est fait. Bon. Je me demande quasiment si c'était pas... Ben, ça doit pas être la même personne que le dernier live que j'avais eu. Il va falloir que je vous parle de ça, l'affaire du débat que j'ai eu le dernier live. C'est très comique. Congés et vacances. La traîtrise étant considérée comme une vocation, on s'attend à ce que les prêtres puissent être disponibles en tout temps, en dehors des heures de culte, surtout pour les urgences. Je sais pas pourquoi, mais ok. Pourquoi nécessairement? Parce que c'est une vocation, je comprends pas. Ils ont droit cependant à certains congés, 36 heures par semaine à Montréal et 2 jours par semaine à Québec. Ils ont droit, bon, ok. Les études requises. Aujourd'hui, ça apprend quoi? Pour devenir prêtre, il faut passer au séminaire, une formation qui s'étend sur 8 ans. OK, 8 ans à apprendre à mentir. OK, quand même, c'est pas si pire, hein, quand même. 7 ans d'études et 1 année de stage en paroisse. Hey, ça fait du stock pour apprendre à mentir. Hein? C'est fou, là. Les futurs séminaristes doivent être des hommes majeurs, pas de femmes, célibataires, ayant un intérêt envers la religion catholique. Imaginez-vous un homme qui veut devenir prêtre, mais qu'il se calisse totalement de la religion catholique. Et la capacité de suivre des études de niveau universitaire.
Je me demande vraiment c'est quoi qu'il y a à Pocket à l'université, pour vrai, là. Pour vrai. Le Grand Séminaire de Montréal n'a pas été en mesure de fournir les coûts totaux de la formation lorsqu'interrogé par 24 heures. Ces frais incluent aussi le logement et la nourriture des séminaristes. Oui, je voulais parler de ça. Le dernier live que j'avais, le pire, c'est que là, ça me démontre comme 0, puis je sais même pas s'il y en a vraiment 0. Le dernier live que j'ai fait, où est-ce qu'il y avait eu un débat avec, bon, un indépendantiste, bon, la personne elle disait que, bon, qu'elle avait gagné, que j'avais pas d'argument, bon, c'est une niaiserie là. Puis elle voulait pourtant qu'elle avait hâte que je réécoute les choses. Puis tout, moi, j'avais dit que toutes mes affaires, je les enregistre et je les rediffuse sur les plateformes différentes. Donc, YouTube, Rumble, etc. Donc, ce soir-là, je me suis dépêchée de prendre la séquence complète de notre échange. Pas le par après, là, ça ne servait à rien. C'est vraiment notre échange à nous. Puis je l'ai diffusé. J'ai trouvé ça très, très comique parce que j'ai reçu de YouTube un message comme de quoi, je crois que je l'ai encore d'ailleurs sur mon cellulaire, j'avais pris une photo. Je vais juste aller lire là parce que je ne l'ai pas sur mon ordinateur, je l'ai dans mes photos. Mais j'ai eu un signalement en réalité. Un signalement pour comme étant, genre comme une affaire d'intimidation quelconque. J'ai trouvé ça vraiment très marrant. Parce que je l'avais mis de toute façon sur en story. C'était. Il faudrait juste que je le retrouve. C'était pas ça là. Ça ne sera pas bien long. Le temps que je le trouve. Ok, je vais vous le lire. Bonjour, Acticat de YouTube. Nous avons reçu une réclamation pour atteinte à la vie privée concernant votre contenu. La personne savait que je les mettais sur YouTube. Donc, clairement, il s'est dépêché là, de faire le signalement. Avant d'examiner votre contenu, nous vous donnons la possibilité de le regarder, etc., etc. Bon, ok, on s'en fout un petit peu pour le reste. Mais j'ai trouvé ça vraiment... Parce que, moi, normalement, quelqu'un qui dit que il a gagné un débat. Si tu as vraiment gagné le débat, ça te dérangera pas que la personne mette ce débat-là sur les réseaux qu'elle a, qu'elle les mette publics. Si tu as gagné le débat. Ah, si tu l'as perdu ou que tu as juste été gnouf dans le débat, on va se le dire. C'est juste là, en réalité, que tu peux faire « Oh, mais je suis fâchée qu'elle le mette sur ses réseaux, le fameux débat. » Moi, je l'avais dit que ça allait être sur mes réseaux et il est sur mes réseaux. C'est un 10 minutes de faux débat parce qu'il n'y a juste pas eu de débat. Et vraiment, et pour ceux qui disaient dans mon live, dans les messages, en disant « Oh, t'as pas été bonne dans le débat, t'es pas bonne, tu vas t'améliorer. » Non, c'est comme... Une personne qui gagne un débat ne réagira jamais de cette façon-là. Donc moi, déjà, je savais que c'est même pas une question que j'avais gagné le débat, il n'y a pas eu de débat. Mais ça me démontre juste que, ben, il m'a donné raison là-dedans. Il m'a juste donné raison. Et j'ai vraiment trouvé ça hilarant. Hilarant. Le soir même, ça a pris seulement quelques minutes après que je l'ai mis sur Rumble et sur YouTube. Seulement quelques... Fait, il était fâché. Il était très fâché là-bas. Donc, c'est ça. Ce n'était que ce que j'avais à dire là-dessus, personnellement. Donc, je vais aller maintenant sur le drive. Je vais essayer de faire quelque chose. Parce que si j'y arrive avec le chat GPT, j'ai pas pété pour rien. Pour rien. Pour vrai. Non, j'ai pas pété de toute façon. C'est dans Nouvelle en banque. Techniquement, je serais capable d'avoir le contenu réel de tout ça. Parce que c'est quand même vraiment super intéressant. Je voudrais en faire au moins un avant de terminer l'émission, avant le congé des fêtes. Le retour collectif, ça c'était correct, ça a été classé. Les aveugles retrouveront bientôt la vue. Et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est ça. Là, techniquement, je l'aurai sûrement pas. Non, ok, c'est ça.
là, je vais lui demander. Tout simplement. Écris-moi le contenu de cette page. Ça devrait être correct. Non, tu veux pas? Ah, il y a toujours des problèmes, lui, hein? Il y a toujours des problèmes. Toujours. Il veut jamais. Ok, là, il veut. Good, ok, c'est beau. Je crois. Il n'y avait pas d'autre chose. Sinon, au pire, je peux aller chercher là-dessus. Je vais aller avec mon cellulaire pour être certaine parce que je veux. C'était vraiment fucking intéressant, l'article. Dans mon disque. Parce que bizarrement, sur l'ordi, ça veut pas aller dans la presse. Mais quand je vais sur mon cellulaire, il veut. Je ne comprends pas pourquoi parce que c'est exactement le même compte. OK. On va le lire de cette façon-là parce que j'ai accès absolument à tout. Donc, là, c'est une on parle bien d'une personne montréalaise pourrait permettre à des gens de retrouver la vue. C'est à Montréal. Une technique unique en son genre développée par un chercheur montréalais pourrait un jour permettre de redonner la vue à des gens qui l'ont perdue. La méthode mise au point par l'équipe dirigée par le chercheur Gilbert Bernier de l'Université Montréal et du Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont permet non seulement de transformer des cellules souches pluripotentes induites humaines en cellules rétiniennes. Bon, personne ne comprend, là, moi non plus, mais on comprend le principe. Là. Mais aussi de leur donner une forme qui facilite ensuite leur transplantation. La technique a jusqu'à présent été utilisée pour redonner partiellement la vue à des mini-cochons aveugles. Et les premiers essais cliniques chez des humains pourraient survenir dans quelques années. On est rendu à rendre là, c'est le monsieur Bernier qui dit ça. On est rendu à rendre ça applicable lors d'une chirurgie chez l'humain, a dit monsieur Bernier. Comme si c'était un anglais. Pour le moment, notre plus gros problème, c'est pas de reproduire les tissus de photorécepteurs. En fait, ils sont très bons là-dedans déjà. C'est l'implantation en chirurgie qui demeure très difficile et très complexe. Mais d'après nous, d'ici 2 ou 3 ans, on aura démontré notre nouvelle technologie de transplantation chez les animaux. Des millions de personnes dans le monde souffrent de maladies dégénératives de la rétine. Dans la plupart des cas, la perte de vision est due à des dommages à la macula, une région centrale de la rétine riche en cônes photorécepteurs, des cellules essentielles pour percevoir les couleurs et les détails fins. Il n'existe on reprend ça. Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour remplacer le macula endommagé. La technique développée par l'équipe du professeur Bernier a amené à la création de feuillets rétiniens qui ont ensuite été greffés sur des mini-cochons dans la macula et étaient endommagés. Excusez, c'est quand même pas si évident comme texte, sincèrement. Là. Les cellules utilisées avaient été modifiées génétiquement pour n'être que peu ou pas reconnues par le système immunitaire. Puisque ces animaux ont un poids qui ressemble à celui des humains, et comme la taille de leurs yeux est aussi similaire aux yeux des humains, les greffes ont été effectuées par le docteur Ananda Kalevar, ophtalmologiste de l'Université de Sherbrooke, qui n'opère habituellement que des humains. Une fois les feuillets transplantés, l'équipe de recherche a constaté que les greffes rétiniennes parvenaient à s'intégrer au tissu endommagé de la rétine des mini-cochons. Ces derniers ont ensuite montré des signes de récupération visuelle. L'avantage de cette technique, a dit M. Bernier, c'est qu'elle permet la formation spontanée d'un tissu rétinien plat, déjà polarisé et organisé. Comme dans une rétine embryonnaire humaine. Toutefois, la macula n'ayant... je veux vraiment
voir c'est quoi la macula. La macula. Image. OK. C'est ça. Là, c'est sûr que là, vous le voyez vraiment en très minus. Je vais essayer d'aller vous chercher ça un petit peu différemment pour que ça soit plus voyant, sincèrement. On va faire ça également. Comme ça, vous allez vraiment mieux comprendre c'est quoi exactement la macula. Donc, vous voyez déjà mieux, techniquement. Je peux pas faire mieux que ça. L'inténuement, là, c'est le... Merci beaucoup, Miss, pour le suivi. Ténuement dans l'œil, là, ce que vous voyez, là, c'est parce que vous l'avez pas si proche que ça pour de vrai, là. À droite, entre les trois, vous avez le premier, la rétine. Le deuxième, c'était Macula. Il pointe vers la zone la plus sombre, le point le plus sombre. C'est ça, la macula. Puis à côté, évidemment, vous avez la bande qui fait le macula. En gros, là, c'est ça. Parce que des fois, c'est quand même plaisant de savoir ces genres de choses-là. Le temps qu'à donner de l'information aussi bien donnée pour qu'on comprenne tout. Donc, l'avantage de cette technique, a dit M. Bernier, est qu'elle permet la formation spontanée d'un tissu rétinien plat, déjà polarisé et organisé, comme dans une rétine embryonnaire humaine. Toutefois, la macula n'ayant un diamètre que d'environ 4 mm, l'orientation, le déplacement et la stabilisation de la greffe dans la rétine demeurent des défis chirurgicaux importants. Ce qu'on génère en laboratoire, a expliqué M. Bernier, ça ressemble un peu à une crêpe. Donc, c'est très grand, mais c'est très mince. Et ça a tendance un peu à se replier, donc c'est très difficile de l'insérer de manière uniforme sous la rétine. C'est un challenge. Mais quand ça fonctionnait, on voyait une restauration partielle de la vision. En comparaison, une technique mise au point par des chercheurs japonais génère des cellules rétiniennes qui ressemblent à des boules qui flottent. Quand on essaie de les transplanter dans la rétine, a-t-il précisé, ça ne fonctionne pas du tout. À mon humble avis, a-t-il conclu, je pense que nous avons franchi une étape très importante pour en arriver à une thérapie pour traiter les maladies qui touchent la macula. Je sais pas pourquoi, je ressens le besoin de le dire de cette façon-là. Les détails de cette découverte ont été publiés par le journal scientifique Development. Voilà d'où. Et je sais pas si on pourra avoir une petite dernière, parce que j'ai encore d'autres stocks pour ce qui est des choses scientifiques. On a, bon là c'est encore de la presse, fait qu'on n'aura pas le choix d'y aller comme ça encore une fois. C'est en lien avec la NASA. Une nouvelle théorie sur l'arrivée de l'eau sur Terre. Là, je vais essayer de faire autre chose, parce que normalement j'ai un autre type de visuel. On va faire ça. Arrivée de l'eau sur Terre. Voilà. En image. OK. Ah, je pourrais-tu avoir ça à la place? Ben, je pourrais peut-être l'avoir en fait. Ça serait quand même pas pire. OK, ben on a... Ah, ben cool, ça serait le fun, tabarouette! Ça a-tu l'air d'être pas mal celui-là? Ah ben moi je vais y aller avec celle-là. Elle me plaît bien celle-ci. Au tout début de son histoire, notre planète était sèche. Comment est-elle devenue bleue? C'est une question absolument fondamentale à laquelle une nouvelle théorie pourrait donner une réponse. Au moment de sa formation, la Terre était trop chaude pour contenir de la glace d'eau. Toute l'eau présente sur Terre doit donc avoir une origine extraterrestre. L'étude, hein, les extraterrestres, ça n'existe pas, hein. L'étude de roches terrestres anciennes montre qu'il y a eu sur notre planète de l'eau liquide
très tôt, aux échelles de temps des astrophysiciens en tout cas. Vers 100 millions d'années environ après la formation du Soleil, cette eau a aujourd'hui plus de 4,5 milliards d'années. En vertu d'un cycle maintenant son renouvellement permanent. Avec mon équipe, nous venons de proposer une nouvelle théorie pour expliquer l'arrivée de l'eau sur Terre. Une question vieille de plusieurs milliards d'années. Les astrophysiciens tentent de répondre à la question de l'arrivée de l'eau sur notre toute jeune planète depuis plusieurs décennies. Une des premières hypothèses considérait que l'eau terrestre était un sous-produit direct de la formation de la Terre qui pourrait être relâché via le magma lors d'éruptions volcaniques où la grande majorité du gaz produit est de la vapeur d'eau. Cependant, en analysant la composition de l'eau terrestre, cette hypothèse a évolué dans les années 90 avec la découverte du rôle potentiel des comètes glacées. Des comètes glacées. J'ai jamais entendu parler. Des comètes, ok, mais pas glacées. Suggérant un apport d'origine extraterrestre. Les comètes sont des boules sont des boules de glace et de roche des comètes, c'est carrément des boules de glace et de roche, qui se forment assez loin dans le système solaire et sont parfois éjectées vers le soleil. Pas dedans, vers le soleil. Elles peuvent devenir spectaculaires. Quand chauffées par le soleil, elles forment une queue de poussière que l'on peut observer depuis la Terre. Les astéroïdes, qui sont des objets situés dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, sont aussi évoqués comme progéniteurs potentiels de l'eau sur Terre. Je vais mettre ça là, je n'ai pas besoin. L'analyse de roches cométaires et d'astéroïdes via des météorites, petits fragments d'astéroïdes ou de comètes tombés sur Terre, je précise, des fois les gens ne le savent pas forcément, notamment en mesurant le rapport DH, qui est la quantité d'hydrogène lourd, appelé deutérium, par rapport à l'hydrogène standard, a permis de voir que l'eau terrestre correspond davantage à celle des astéroïdes dits carbonés. Ceux qui contiennent des traces de la présence d'eau passée, orientant ainsi les recherches vers ces derniers. Les travaux récents se sont donc focalisés sur la recherche du meilleur mécanisme céleste propre à faire venir s'écraser ces astéroïdes sur notre jeune Terre sèche au début de son histoire afin de la fournir en eau. Pléthore de scénarios. Pléthore. C'est un nombre de quoi, ça, pléthore? Pléthore de scénarios ont ainsi, en tout cas plusieurs, j'imagine, scénarios ont été ainsi publiés pour théoriser le chamboulement des planétésimaux. Tabarouette. C'est-à-dire des gros corps glacés présents dans les ceintures d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et de Kuiper, au-delà de Neptune, afin qu'ils en soient délogés pour être envoyés vers la Terre. Mais cela sous-entend un jeu de billard gravitationnel qui n'est pas trivial et impose l'idée d'une histoire compliquée du système solaire. Il est clair qu'il y a dû y avoir des chamboulements et des impacts pour former les planètes. Cependant, il se peut que les choses se soient passées plus sereinement et plus naturellement pour l'apport de l'eau sur Terre. Donc, une hypothèse plus simple encore. Je suis partie du principe que je sais pas c'est qui, que les astéroïdes sont glacés au sortir de leur cocon de formation, aussi appelé disque protoplanétaire. Ce cocon est un disque de gaz massif, principalement composé d'hydrogène et rempli de poussière, dans lequel se forment les planètes et les ceintures initialement. Il englobe donc tout le système planétaire en devenir. Une fois que le cocon initial protecteur disparaît au bout de quelques millions d'années seulement, évidemment, les astéroïdes se réchauffent et les glaces fondent, ou plus exactement subliment. Autrement dit, leur glace se transforme en vapeur d'eau. Dans l'espace où la pression est presque nulle, l'eau reste alors sous forme sous forme de vapeur, désolé. Un disque de vapeur d'eau, vraiment d'eau cette fois-ci, se superpose alors à la ceinture d'astéroïdes en orbite autour du Soleil. À mesure que les glaces subliment, le disque se remplit de vapeur d'eau et s'étale naturellement vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le Soleil, à la suite de processus dynamiques complexes. Au passage,
Il rencontre les planètes internes qui se retrouvent baignées dans ce disque de vapeur d'eau. En quelque sorte, le disque d'eau arrose les planètes telluriques que sont Mars, la Terre, Vénus et Mercure. Écoute, on en apprend un esti paquet là-dedans. Là. Je comprends pas toute gang. Là. Juste pour vous dire, là, je suis pas sub que ça. Là. Le gros de la capture d'eau pour les planètes se passe vers 20 à 30 millions d'années après la formation du Soleil. Un stade où ce dernier a vu sa luminosité augmenter fortement sur un court laps de temps, ce qui a augmenté le taux de dégazage des astéroïdes. Donc là, on a les schémas dont il est question en soi. Mise en évidence, étape par étape. Ok, on va y aller de même. Je lis juste ce qui est en dessous, les petites écritures. Donc, étape par étape, d'un nouveau modèle de distribution de l'eau sur les planètes internes du système solaire, dont la Terre. 5 millions d'années après la naissance du Soleil, les astéroïdes de la ceinture principale libèrent sous l'effet de l'énergie solaire à la vapeur d'eau. OK. Là, dans le fond, ça serait la deuxième, en gros. Ce bain de vapeur se diffuse peu à peu dans le système interne, finit par envelopper les planètes qui en capturent une partie en profit de la formation des océans. Entre 10 et 100 millions d'années plus tard, OK, fini. Une fois que l'eau est capturée par l'attraction gravitationnelle des planètes, il peut se passer beaucoup de choses. Cependant, sur Terre, il existe un mécanisme protecteur qui explique que la masse d'eau totale n'a pas beaucoup varié depuis la fin de la capture jusqu'à maintenant. En effet, si l'eau va trop haut dans l'atmosphère, elle condense, forme des nuages qui se retrouvent un peu plus tard sous forme de pluie à la surface de la Terre. C'est le cycle de l'eau. Les quantités d'eau passée et présentes sur Terre sont donc bien connues. Notre modèle qui, partant de la ceinture d'astéroïdes originelle et procède au dégazage des glaces, arrive à amener la bonne quantité d'eau qui sert ensuite à former les océans, les rivières, les lacs et explique l'eau enfouie en profondeur dans le manteau terrestre. Les mesures... sérieusement, ça disait que c'était quelque chose de plus simple que dans l'eau. Hey, merci beaucoup pour le cœur. Merci énormément, Daniel. Les mesures fines du rapport DH de l'eau dans les océans peuvent aussi être expliquées à l'aide de notre modèle. Enfin, la quantité d'eau présente dans le passé sur les autres planètes et même sur la Lune est aussi bien expliquée avec notre théorie. On pourrait se demander comment m'est venue l'idée de proposer cette nouvelle théorie. Je suis toujours à me demander c'est qui exactement, je vais faire la recherche tantôt. Cela ne sort pas de nulle part et s'appuie sur des observations récentes, notamment avec ALMA, un radiotélescope composé de plus de 60 antennes déployées au Chili sur un plateau à 5 km d'altitude. En effet, en observant les systèmes extrasolaires qui sont des ceintures similaires à celles de Kuiper, on découvre maintenant que les planétésimaux dans ces ceintures sublimes du CO. Bref, monoxyde de carbone. Pour des ceintures plus proches de leur étoile, comme la ceinture d'astéroïdes, le CO, donc monoxyde de carbone, est trop volatile pour être présent et c'est plutôt de l'eau qui devrait en dégazer. Des observations à venir pour étaler l'hypothèse. C'est donc sur la base de constat que l'idée initiale s'est forgée. De plus, grâce aux résultats récents issus des sondes Hayabusa 2 et ça doit être tout là, et Osiris-Rex, partie explorer in situ des astéroïdes similaires à ceux qui auraient pu participer à la formation du disque de vapeur d'eau initial. Nous avons pu confirmer
car on l'observe aussi depuis longtemps avec les télescopes au sol, la présence de grandes quantités de minéraux hydratés sur ces corps qui ne peuvent se former qu'au contact de l'eau. C'est quand même que moi, personnellement, c'est quelque chose de complexe en maudit pour moi. Là. Le préalable pour... Je pense là-dedans, le principal, c'est de comprendre en général, c'est quoi qui se passe. On se comprend. Là. Moi, j'ai compris qu'il y a de la vapeur dans l'espace, que ça crée, puis tout, puis à un moment donné, ça s'en va vers la Terre, puis ça fait de l'eau. Moi, j'ai compris à peu près ça de même. Bon. Le principal... Mais il y a ça... Ouais, c'était ça, exactement. Le préalable pour expliquer ces observations est que ces astéroïdes aient été glacés initialement, bien qu'ils ne soient plus aujourd'hui... à part les massifs comme Cérès. Les bases du modèle étaient en place et il fallait ensuite construire une simulation numérique qui puisse suivre ce dégazage. L'étalement du gaz. L'étalement du gaz. Un peu comme le capitaine Charles Patnaud aurait dit. Puis sa capture par les planètes. En réalisant ces simulations, je me suis tout de suite rendu compte que cela pouvait expliquer la quantité d'eau sur Terre. Pour les autres planètes, j'ai fait quelques petites recherches pour trouver les contraintes sur les quantités d'eau passées sur Mars et les autres planètes telluriques. Cela fonctionnait aussi. Il ne manquait plus qu'à publier le tout. En tant que chercheur, on ne se contente pas de mettre au point un modèle qui fonctionne et semble tout expliquer. Évidemment, c'est un peu la science, on s'entend. On se doit d'aller plus loin, de tester la théorie à la grande échelle. S'il est maintenant trop tard pour détecter le disque de vapeur d'eau initiale sur lequel tout repose, qui a permis d'arroser les planètes telluriques, comme on a vu tantôt, il convient de se pencher sur des systèmes extrasolaires avec de jeunes ceintures d'exoastéroïdes pour voir si en effet on distingue ces disques de vapeur d'eau. D'après nos calculs, ces disques d'eau, bien que peu brillants, pourraient être détectables avec ALMA et notre équipe vient d'obtenir du temps sur ALMA pour tester tout cela sur les systèmes bien spécifiques. Nous sommes peut-être au début d'une nouvelle histoire. Donc, voilà, gang. C'était ça pour l'eau. C'était quelque chose qui m'intriguait vraiment. Mais c'est quand même quelque chose d'assez intense. C'est quelqu'un qui est quand même pas pire au niveau espace et tout. Et ça va. Quelqu'un qui connaît absolument rien là-dedans, comme moi, un peu... c'est du lourd. Mais très intéressant tout de même. Donc, voilà pour ce qui est de cette émission-là. Merci d'avoir été là. Merci pour les cadeaux également. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Ça se peut que vous ne voyez pas popper des vidéos sur YouTube. Bon, mais c'est pas impossible. Mais je vais me concentrer sur le design de ma plateforme plus qu'autre chose. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Et en même temps, ben vous allez dans les fêtes, vous ne serez pas forcément à l'idée de venir voir des lives d'actualité. Et ça, peu importe. De toute façon, je ne sais même pas s'il va y avoir vraiment assez d'actualité pour faire des shows. Fait que, de toute façon. Donc, sur ce, merci. On va se retrouver dans le fond. Je suis sur X, Actu4 de toute façon, comme d'habitude. Malgré les fêtes, je vais quand même continuer d'être en masse sur X. Donc, vous allez voir ça popper quand est-ce que je vais être là anyway. Fait qu'on se voit à la prochaine. Si c'est pas dans 2 semaines, ça va être juste après vraiment les fêtes, là. Vous verrez ça de toute façon. Merci. C'était Actu4 de True Facts et on se revoit très bientôt. Ciao, bye!